La mangue de Côte d'Ivoire, entre la valorisation par la transformation locale et un marché rémunérateur et structuré pour l'exportation. Sujet de ce soir, 120 000 tonnes de mangue produites par an, 8% s'exportent, 4% pour la consommation et 88% de cette production bien pour la poubelle. Le manguier est originaire de l'Inde et de la Birmanie. Il a été signalé pour la première fois en 1824 au Sénégal. Cette spéculation a connu son extension pendant la première moitié du XXe siècle. Un manguier de la variété Amélie introduit au Mali vers 1890 fut à l'origine de nombreux plants greffés largement diffusés dans les pays limitrophes, de sorte que chaque pays de l'Afrique de l'Ouest francophone possédait entre 1970 et 1980 au moins une collection de manguiers. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans le numéro 12 de votre émission Sciences et Technologies. Sur notre plateau pour vous instruire, le docteur Alain Claude François. Il est entomologiste, maître de recherche à la station de Lamé, Centre national de recherche agronomique CNRA. Et le docteur Bassoumori Traoré, il est ingénieur des eaux et forêts, coordonnateur national chargé des filières coton, anacarde, mangue et foresterie à l'Agence nationale d'appui au développement rural ANADER. Bonsoir messieurs. Merci d'avoir accepté de venir sur notre plateau. La mangue est une denrée périssable, mais est-ce une raison suffisante pour voir 88% de notre production pourrir? C'est pas normal qu'on dépense de l'argent pour produire une denrée et qu'on n'arrive pas à l'utiliser, sachant que c'est une denrée très intéressante pour la santé et pour se faire aussi de l'argent. 88% de mangue à la poubelle, c'est excessif. Cette situation est vécue par dépit. Par dépit parce que les producteurs qui ont la mangue sous la main, qui ne savent pas où écouler cette quantité, c'est par dépit que ça pourrit dans la main. Plus de 150 variétés de mangue dans la collection du CNRA. Pourquoi faire finalement? On pourrait vous poser cette question, docteur. Les 150 variétés ont deux grands objectifs. Le premier objectif, c'est de créer des nouvelles variétés en fonction de la demande. Et le second objectif, c'est de puiser dans ce matériel celles qui sont des variétés qui sont déjà bonnes, puisqu'on les a toutes caractérisées. L'actualité pour le cas du manguier est axée sur l'aspect sanitaire. En raison de la récurrence des problèmes parasitaires, il faut s'assurer de sa protection parce que la destination de la mangue est à l'extérieur. Sinon, sa culture n'est pas exigeante. Je vous propose de suivre ce documentaire réalisé par la Direction des fictions documentaires et archives. Il retrace l'histoire du manguier et son itinéraire technique. La station de recherche de Lata, où nous sommes en fonction, est une station qui a été créée en 1982. Et à l'époque, c'était une station de l'Institut de recherche sur les fruits et agrumes. Et une toute première station avait été créée à Azaguié en 1947. Et celle-là, ça s'occupait du bananier, du plantain et des autres fruitiers, tels que l'avocatier, les mangoustans et autres. Et maintenant, une seconde station créée en 1958 à Anguededou, à la station d'Anguededou, mais qui était beaucoup plus focalisée sur l'anada. Et c'est à la suite là qu'ici, en 1982, la station de recherche de Lata a été créée pour diversifier, dans un but de diversification des cultures. Mais l'accent a été mis sur le manguier, ensuite les agrumes. Voilà, c'est pourquoi lorsque vous parcourez la station, vous verrez beaucoup de manguiers et d'agrumes. L'un des problèmes majeurs de la région des savanes est le manque de diversification des cultures. Au nord, les producteurs cultivaient beaucoup plus le coton. En dehors du coton, il n'y avait vraiment pas autre chose. Il était important que d'autres productions soient proposées aux producteurs. D'où la mise, le développement des cultures fruitières. Mais principalement la mangue ici, parce qu'elle s'adapte bien aux conditions climatiques de la zone. Et c'est pourquoi
la majeure partie des activités de recherche sont focalisées sur les aspects lutte contre les ravageurs et les maladies. Nous sommes ici dans une pépinière de manguiers. Voilà. Et c'est une particularité de la région. Ici, au niveau de la pépinière de manguiers, c'est plutôt les maladies telles que l'anthracnose et la batériose. Ça peut vraiment faire chuter la production. Hein. Oui, je me rappelle bien, en 2013, il y a un producteur qui est venu nous trouver au laboratoire. Hein. Il est venu avec ses mangues qui étaient attaquées, qui avaient des symptômes de batériose. Et tout son verger, en 2013, là, il n'a pas fait ne serait-ce qu'une caisse. Il n'a pas fait de caisse. 5 hectares. Il n'a pas eu de production. Il a fait moins d'une caisse. Il est venu les larmes aux yeux vers nous, les CNRA. Donc voici les conséquences de la batériose, des maladies que les pépiniéristes donnent aux producteurs de mangue. Parce qu'ils font les pépinières, ils vendent les mangues, les plants de manguiers aux producteurs sans même contrôler leur caractère phytosanitaire. Et généralement, ces plants-là sont infectés par la batériose, même par l'anthracnose, et les producteurs les utilisent. Et quand ça arrive à l'âge de la production, après 3 ans, le producteur se rend compte que sa plantation ne peut pas produire parce que la batériose est présente dans son champ. Il aura perdu 3 années de dur labeur. À cause de la présence de la mouche des fruits, les exportations, le temps d'exportation a été vraiment réduit. Et cela fait qu'il y a beaucoup de mangues qui restent sur le marché et ces mangues-là sont vendues sur le marché local. On a les parasitoïdes qui sont utiles. Ces parasitoïdes-là nous permettent de faire la lutte biologique et ces parasitoïdes-là consomment les œufs des mouches, des fruits. Et quand une mouche vient piquer une mangue, les parasitoïdes viennent piquer au même endroit et lorsque l'œuf sort, les parasitoïdes consomment l'œuf des mouches, des fruits. Donc ces parasitoïdes-là, lorsque nous les élevons au laboratoire, après, lorsqu'ils sont en quantité importante, on fait les lâcher dans les vergers pour qu'ils aillent consommer les œufs de ces mouches, des fruits-là. Voilà. En Côte d'Ivoire, la mouche qui est la plus dangereuse, c'est Bactrocera dorsalis. Après, elle vient Ceratitis causera. La dynamique de la population des mouches de fruits qui a été suivie durant toute cette année 2015. Ici, vous avez par lot, nous faisons les prélèvements chaque 2 semaines. Et vous avez ici par lot les semaines, les jours, les semaines et les sites et les pièges où ces mouches-là ont été capturées. Et ils sont pas publiés. Et ça nous permet de les retrouver, de les reconnaître. Lorsque nous faisons les identifications, lorsque je prends par exemple un pot, dans ce pot-là, il est écrit la date de prélèvement, le type de piège et la date de prélèvement et aussi le verger, le site où ce prélèvement a eu lieu. Et lorsque je vais au microscope, lorsque j'identifie une mouche, je dis cette mouche-là a été prélevée, par exemple, je prends l'exemple en Lata, à telle date et sur tel piège. Et ça me permet de localiser géographiquement la mouche. Bien, cette pancarte porte des indications concernant la collection. La collection de manguiers, le nombre, les espacements, le nombre de variétés qu'il a. Ici, c'est une collection de manguiers. Et là, vous avez 150 variétés venant de diverses origines, d'Amérique, d'Afrique, du Moyen-Orient. Et toutes ces variétés importées ont permis de mettre en place cette collection. Alors, pourquoi est-ce qu'on met en place cette collection? Lorsqu'on veut développer des variétés, il faut d'abord introduire tout ce qu'on peut avoir comme matériel végétal. On l'installe et ensuite, on fait des études de ce matériel végétal. Et ceux qui dégagent des caractéristiques vraiment intéressantes, on les sort pour pouvoir faire des parcs à bois à partir desquels nous produisons des plants greffés pour les mettre à la disposition des producteurs. Et là, la collection, c'est une banque de gènes. Aujourd'hui, avec le phénomène des changements climatiques qui a fait qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, la période d'exportation a été fortement réduite, surtout à cause de la pression parasitaire. Mais il se trouve que les producteurs désirent avoir des variétés de mangue leur permettant d'étendre un peu leur période de production. Et là, dans ce contexte-là, on a recours à la collection pour pouvoir identifier
des variétés plus précoces, de sorte que ces variétés entrent en production avant la période de pluie qui accompagne l'appellation des mouilles des fruits. Les apports d'eau sont faits beaucoup plus dans les périodes sèches. Voilà, parce que quand on est en période d'harmattan, vraiment vous voyez que les plantes perdent vraiment de l'eau et il faut apporter de l'eau. Alors ici, l'irrigation, comment elle se fait? Vous verrez au pied des agrumes, là, il y a des cuvettes qui ont été pratiquées. Et là, avec un raccord, on met le raccord au pied de l'arbre. Au pied de l'arbre, et on apporte de l'eau pendant 30 minutes jusqu'à ce que la cuvette elle soit pleine. Et ensuite, on passe à un autre arbre. Ça, c'est la méthode que nous utilisons ici. Nous l'utilisons surtout quand il y a des problèmes de déficit hydrique qui se posent. Quand il pleut, on est en période pluvieuse, bon, ce n'est pas vraiment nécessaire d'arroser. Mais c'est quand il y a le manque d'eau se fait sentir qu'il faut vraiment apporter de l'eau pour maintenir les plantes en vie. Niofouin, village du nord de la Côte d'Ivoire. Nous y sommes pour bien comprendre l'importance de cette spéculation. Ici, vous aviez cette mangue. Vous prenez n'importe quel noyau, vous le plantez au sol, il pousse. Tout genre. Vous venez vous prélever ici. Nous l'appelons souvent le greffon. Techniquement élevé, les techniciens le savent. Hein. On le taille là et vous le retaillez là. Je le prends avec sève ou sans sève, je l'amène vers celui qui est en train de pousser, tout frais qu'il soit. Je le blesse lui et j'insère celui-ci dans sa petite écorce. Je les joins, je les fais lier là. Je peux les tenir comme ça à la main si je veux. Moi, je prends un plastique, je prends n'importe quoi, les permettant de rester ainsi. Oui. Un carton de 10 jours, je peux enlever mon emballage ou bien je le laisse avec eux. Vous avez un nouveau arbre qui va naître qui vous donnera ce fruit. Uniquement que ce fruit. Peu importe l'origine de la base, il ne sortira que celui-ci. Aussi simple. Anciennement, vous ne trouvez pas de mangue comme ça formée qui ne soit pas au sol, prêt à être mangé à peu près, en train de mûrir sans que ça ne descende au sol. C'est la première fois. Et on l'a réussi par le traitement, le produit que l'État de Côte d'Ivoire a pu mettre à la disposition de tous les producteurs de mangue de Côte d'Ivoire. Quand vous voyez comme ça, vous croyez que c'est déjà prêt. Ça peut rester dans ce produit qu'à 1 mois, 2 mois. Jusqu'en juillet ou la vieille, elle ne tombe pas. Elle en forme. Très intéressant. Et ça produit beaucoup sur l'arbre. Tout à l'heure, je parlais de 1000 mangues. C'est bon. Ça, là, ils ont en peine 9 ans. J'allais dire quoi? 11 ans, ces manguiers-là. Tu sais que cela naît 10 ans, ça dit 10 ans plus tard, le seul manguier peut vous sortir 200 000, normalement en espèces. Et si je coupe ça, je vais au marché de Gano, je dis, bon, je vends la mangue là à 25 francs. Vous la vendez, prenez jusqu'à Abidjan, vous pouvez la vendre à 75 francs. Le transport va vous coûter peut-être 10 francs. Le chargement, 10 francs. 40-45 francs, vous avez fini avec toute la mangue. Si vous la vendez à 50 francs, 75 francs, vous n'êtes pas perdant, vous gagnez. Et si on la transforme sur place, très intéressant. Et ce qui est bien, c'est que ça fait de l'embauche, ça fait de la main-d'œuvre. Fruit exotique, la mangue a de nombreuses vertus. Malheureusement, ce fruit n'est pas assez exploité. Il reste toujours au niveau de la simple consommation. Vivement que ce fruit connaisse un début de transformation pour le bonheur des populations qui la cultivent. En principe, si le volet transformation était développé dans notre pays, on ne parlerait pas de perte de production en matière de mangue. Parce que selon le niveau de maturité de la mangue, on aurait un type de transformation de consommation. Un peu à l'image de la banane, qui, lorsqu'elle est verte, elle a un mode de consommation très avancé en maturité, un autre type de consommation. Voilà. Donc, les mangues séchées, les jus de mangue, la confiture, tout ça devrait servir à valoriser les mangues au lieu de laisser pourrir dans les parcelles de production. Docteur Bassoumori, quel est le bastion de la mangue en Côte d'Ivoire? C'est d'abord le département de Sénématiali. Ensuite vient le département de Korogo et de Ferké. Mais cette région va s'étendre pour aller à Boundiali
et jusqu'à Tingrela dans la partie septentrionale du pays. On a aussi vu des vergers s'installer dans la région d'Odjené, mais Odjené, il y a un problème. L'alternance période sèche, période humide qui est vue dans les 3 ou 4 régions que j'ai citées n'est pas bien vue ou bien perçue à Odjené. Donc il y a un problème d'écologie qui fait que c'est vrai que le manguier réussit bien à Odjené, mais en matière de fructification, il y a beaucoup de difficultés. Et ce qui fait que nous pouvons circonscrire cette région aux 5 régions que je viens de citer. Mais aujourd'hui, dans notre pays, l'intérêt que les producteurs portent à cette spéculation ont fait que le bastion est en train de s'étendre pour aller vers la partie centrale du pays. 150 variétés dans la collection du CNRA, certes, mais il y a ce qui s'exporte et la traditionnelle, très prisée chez les consommateurs. La variété la plus prisée aujourd'hui sur le marché extérieur comme intérieur, c'est la variété Kent. Elle est caractérisée par sa coloration, et contrairement à d'autres variétés qui restent assez vertes comme la variété Brooks. Donc la coloration fait que cette variété est prisée et c'est une variété aussi qui est très, très appétissante. Et donc, à côté de la variété Kent, nous avons la variété Kate qui est un peu plus tardive. Quel est l'itinéraire technique du manguier et peut-on associer d'autres cultures à celle du manguier? On peut associer d'autres cultures au manguier. Et c'est même intéressant de le faire parce que quand on crée une plantation de manguier, nous allons dire que la densité est de 10 mètres sur 10 mètres. 10 mètres sur 10 mètres, ça laisse, n'est-ce pas, des espaces. Alors, en milieu agricole, quand il y a de l'espace, forcément, il y a des adventices, ce qu'on appelle les mauvaises herbes qui vont pousser et qui vont gêner, n'est-ce pas, la croissance du manguier. Ça peut être des cultures vivrières, ce que nous appelons dans notre jargon des cultures intercalaires. Ça peut être, n'est-ce pas, l'arachide, ça peut être, quand ce n'est pas trop avancé, le maïs même, pourquoi pas. Quand on met le manguier en place, ce n'est pas à la première, à la deuxième, à la troisième année que ça produit. Alors, le paysan... Ça produit à partir de quand? À partir de... Ça va dépendre, il y a des variétés précoces, mais il faut compter 4 ans, 5 ans, 6 ans certainement. On va surtout mettre l'accent sur celle qui Donc, est exportable. Le paysan, il est intéressé pour avoir des revenus intermédiaires en attendant de rentrer en possession des revenus qui lui seront procurés par la création de sa plantation de manguier. Mais les paysans, est-ce qu'ils respectent toujours vos consignes? Parce que tout à l'heure, vous avez soulevé la question, il existait déjà des variétés traditionnelles. On peut dire que les gens avaient cette petite habitude. Maintenant qu'on leur propose quelque chose d'autre, itinéraire technique, association d'autres cultures, est-ce qu'ils acceptent aussi facilement ces nouvelles pratiques? Oui, ça dépend. Le paysan, en un premier temps, le producteur utilisait le manguier vernaculaire que nous avons pour en faire des haies vives, pour faire des limites même de sa parcelle. Mais en ce qui concerne les mangues sélectionnées et les variétés améliorées qui sont diffusées dans le milieu, le paysan respecte, n'est-ce pas, l'itinéraire technique. Combien à l'hectare pour la variété exportable, docteur? Les variétés exportables, la production, le rendement est autour va de 3 tonnes hectare à 5 tonnes. Je parle de variétés Amélie, 3 tonnes, la Kent 4 tonnes et la Kate 5 tonnes. Alors, et quelle est la principale contrainte de la culture de la mangue? Au plan agronomique, on peut dire que les producteurs ils maîtrisent cet itinéraire de la pépinière jusqu'à la production. Mais malheureusement, des problèmes nouveaux apparaissent. Lesquels? Et aujourd'hui, c'est les problèmes sanitaires, les maladies et les ravageurs. Le plus important actuellement problème, c'est la mouche de fruits. Et ça, ça fait partie des principales maladies? La mouche de fruits, c'est un insecte. C'est les asticots qu'on voit dans les mangues et qui font pourrir la mangue. Et à côté de cet insecte, nous avons des maladies comme la bactériose qui sont aussi des nouveaux problèmes. De sorte que le producteur est obligé de se mettre à jour. Les problèmes même démarrent à partir de la pépinière. À partir de la pépinière, le pépiniériste, s'il n'est pas agréé, s'il n'est pas sachant,
il va utiliser un matériel végétal contaminé. Il va produire des plants qu'il va mettre à la disposition des producteurs. Ils auront créé des plantations avec et les problèmes vont survenir sur la parcelle. Justement, en 2014, la Côte d'Ivoire a été menacée d'embargo à cause des interceptions dues au piqûres de mouches de fruits. La mouche de fruits fait partie des ravageurs ou bien des problèmes qu'on appelle les insectes de quarantaine. Ça veut dire que le pays importateur ne veut pas que ces insectes se retrouvent dans les denrées. Donc nous qui devons exporter nos mangues vers le marché européen, nous sommes obligés de tenir compte de leurs réglementations. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au contrôle au port d'accueil, on fait un échantillonnage dans le conteneur. Et lorsqu'on trouve une mangue qui a les dégâts de mouches, toute la cargaison est détruite et à la charge de l'exportateur. Donc il y a une perte. Et en plus, lorsque ces cas-là sont répétés, sont récurrents, c'est tout le pays qui a le problème. Et c'est ce qui s'est passé en 2014, où il y a eu une soixantaine d'interceptions et la Côte d'Ivoire a été saisie pour prendre des dispositions pour pouvoir se voir encore l'autorisation de pouvoir continuer les exportations. La mouche a toujours existé en tant que telle dans la production de mangues et de fruitiers. Mais c'est les espèces qui ont changé. Il s'est trouvé que depuis 2004, nous avons identifié une espèce nouvelle qui est plus vorace et plus dangereuse et qui se reproduit plus vite, qui a pris le dessus sur les espèces anciennes, les espèces qu'on peut appeler les espèces locales. Et donc cette espèce-là aussi, elle est venue d'Asie. Donc elle a pris toute l'Afrique de l'Ouest. Et comme on dit dans notre jargon que les insectes n'ont pas de frontières et toute la sous-région a été contaminée. Voilà pourquoi vous verrez dans toutes nos actions, il n'est pas bien qu'un pays agisse seul. Parce que si la Côte d'Ivoire réussit à résoudre son problème, si le voisin ne l'a pas fait, c'est comme si on n'avait rien fait. Donc du vous tout. diffusez les résultats dans toutes ces régions. On est obligé de se mettre ensemble. Parce que s'il y a le problème à côté, nous aussi, nous en serons victimes. Il y a une commission sous-régionale qui réunit les pays de la CEDEAO concernés par ces fléaux et qui travaille d'arrache-pied pour que s'il y a éventuellement traitement, que cela soit un mouvement d'ensemble pour que le fléau soit endigué. Ici, au niveau de la Côte d'Ivoire, quand l'État a pris la décision de mettre à disposition de la filière plus de 7 milliards de nos francs pour l'achat, pour qu'on puisse faire ce traitement, en tout cas, nous, au niveau de l'ANADER, nous avons été associés à la chose et c'est nous qui avons donc formé les producteurs à l'utilisation et donc amener les producteurs à prendre des dispositions pour que cela puisse se faire parce que certains paysans peuvent ne pas le faire. Voilà. C'est important. Quand le voisin l'a fait et que vous ne l'avez pas fait, il y a problème. Il est important que tout le monde puisse suivre ce même mouvement pour qu'ensemble, on puisse endiguer ce fléau. Après 2014, plus d'interceptions? En fait, il y aura toujours des interceptions, mais il ne faut pas qu'il y ait un niveau qu'il ne faut pas atteindre. L'idéal, c'est de ne pas en avoir. C'est pourquoi on prend les dispositions. Donc c'est une lutte continue. Les paysans, comment ils ont accueilli les nouvelles actions proposées, appuyées par l'État? Les producteurs n'ont pas le choix parce qu'ils avaient le dos au mur. Il y a eu beaucoup d'interceptions et les sociétés ou les centres de conditionnement étaient très exigeants par rapport à la quantité de mangue ou à la qualité de mangue qui devait transiter par les infrastructures avant d'aller à l'export. Et le paysan, le producteur, il a sous la main la production. Puisque lui, il est en contact avec le pisteur qui, lui, va venir choisir dans la plantation les fruits qui l'intéressent. Et c'est en ce moment qu'il fait le prix avec le producteur. Et lui, il est le démarcheur entre l'exportateur ou le propriétaire du centre de conditionnement et le producteur. Et vers la fin, le producteur, il a dans sa main
la production. On n'est pas à une spéculation où la récolte est regroupée. C'est une récolte échelonnée. Et quand on ne prend pas à un moment donné, vous avez sous la main votre récolte. C'est vrai qu'on en consomme localement, mais on ne peut pas tout consommer. La culture même du manguier comporte des risques, puisque c'est l'exportation qui est vraiment d'actualité. Les risques existent toujours. L'homme est obligé de vivre dans un environnement avec toutes les contraintes. Mais il faut minimiser ces contraintes. Les ravageurs ont toujours existé, en même temps que tout ce qui est ennemi naturel et autres. Mais c'est quand il y a le déséquilibre que ça pose un problème. Donc, c'est pourquoi au niveau en défense des cultures, on parle plutôt de lutte intégrée. Ça veut dire qu'on ne fait pas une lutte pour lutter, mais on apporte ce qu'il faut pour que tout le monde en tire profit sans nuire à l'environnement et au reste des êtres vivants. La culture du manguier est passée de celle de cueillette pour friandises à celle de produits de rente. La mangue est la troisième culture fruitière exportée après l'ananas et la banane. La Côte d'Ivoire est troisième fournisseur du marché européen après le Brésil et le Pérou. La mangue fournit des recettes d'appoint aux populations du Nord après le coton et l'anacarde pendant sa période de récolte qui va de mars à juin. Docteur Bassoumori, la mangue nourrit-elle son homme? La mangue peut nourrir son homme si on ne produit pas pour produire, mais on produit pour vendre, pour valoriser. Si éventuellement, à l'issue de la production, à la récolte, on a un circuit de distribution aussi bien pour le pays, bien organisé, et on a pour les variétés exportables qui sont bien exportées en passant par les centres de conditionnement. Combien gagne l'État dans cette affaire, dans l'exploitation? L'État gagne quand la population a du travail pendant les 3 à 4 mois de la campagne mangue dans la zone nord. Quand vous arrivez dans ces villes-là, vous voyez l'animation qui en découle. Le fret et tous ces éléments-là sont des gains substantiels quand même pour l'ensemble de la filière. Et je pense que l'État gagne et c'est pourquoi l'État n'abandonne pas la filière mangue. C'est d'autant vrai que quand vous arrivez à Korogo, pendant la période de récolte, ça bouge, tout bouge. Aussi bien les stations, le marché, en tout cas les femmes qui vendent la nourriture, tout bouge. Et c'est vrai pour ces régions où il y a la production de la mangue. Et vous voyez même des jeunes gens qui deviennent des pisteurs et qui vont au-delà de ces zones qu'on a citées, qui vont jusqu'à Tengrela pour avoir de la mangue au profit des centres de conditionnement. En dehors du marché extérieur qui, semble-t-il, détient un circuit classique bien connu, qui anime le marché intérieur? D'abord, il y a un premier cas qui est qu'il y a une consommation locale même. Et ce circuit existe, qui est tenu par des bonnes dames qui commercialisent la mangue. Mais il y a un autre circuit qui est qu'il y a des grossistes. Et ces grossistes, c'est eux qui assurent le transport ou l'écoulement à l'intérieur du pays. Mais c'est un circuit qui n'est pas bien organisé parce que le contenant n'est pas approprié et le transport coûte cher. Et ce n'est pas toutes les régions qui bénéficient de cette activité. Ça fait qu'ils ne le font que pour des régions dont ils sont capables de le faire. L'autre circuit est que ces grossistes, en aval, il y a des bonnes dames dans les grandes villes qui éventuellement commercialisent la mangue. Et le problème qui se pose à ces villes, c'est que la mangue arrive alors qu'il a subi l'effet de l'étrel. On a une mangue qui est bien rouge ou bien jaune, qui paraît mûre, on l'achète. Au moment à l'intérieur, bon, c'est acide. Ça veut dire que la mangue n'est pas arrivée à maturité physiologique complète. Ce qu'on attendait, c'était une mangue bien sucrée, succulente. Ce n'est pas le cas. Cela démontre bien que le circuit de commercialisation jusque-là n'est pas... Il y a intérêt à ce que tous ceux qui sont animateurs de ces circuits soient formés et que la formation n'est pas seulement dans la reconnaissance de la mangue mûre, mais dans sa commercialisation, dans quel emballage on va la mettre et comment est-ce qu'on va la commercialiser pour que, au même moment, les ressortissants ou la population d'Aboisseau, de San Pedro, d'Abidjan, d'Abengourou, puisse être approvisionnés en mangue bien mûre, succulente, comme ils l'attendaient. Une mine d'or pour les pisteurs. Absolument, pas pour les pisteurs uniquement,
Les pisteurs sont en amont de la du circuit de commercialisation. Ils sont en amont, certes, mais juste en aval, le pisteur, il agit pour l'export. Voilà, pour l'exportation, le pisteur il est au début de la filière. Mais juste après, les rebus, c'est-à-dire celles qui ne sont pas retenues pour être commercialisées, exportées, et celles qui sont impropres au centre de conditionnement, sont récupérées pour être commercialisées dans le pays. C'est encore propre, ça peut être consommé dans le pays. Et à ce niveau, les pisteurs n'y sont plus. C'est les revendeuses, c'est les grossistes, c'est les transporteurs parfois. C'est les transporteurs parfois qui s'en donnent à cette pratique. Et il y a de bonnes dames qui récupèrent ces quantités dans les grandes gares que nous avons à Abidjan et qui assurent la commercialisation. On ne peut pas quantifier le lot de mangue au niveau du marché intérieur. Et le paradoxe est que pendant qu'Abidjan recherche des mangues succulentes ou pourries à Korgon, n'y a-t-il pas un intérêt à amener les commerçants à sortir de l'informel? Pour aller à la commercialisation, d'abord, c'est une affaire personnelle. C'est une affaire privée. Mais ce que l'État peut faire, c'est d'encourager les gens à aller vers ce secteur. Et maintenant, les promoteurs pourraient s'organiser, à savoir que les producteurs peuvent être dans les zones de production et il y a des revendeurs dans les grandes localités qu'on a citées, dans le département, qui seraient aussi organisés. En ce moment, d'organisation en organisation, il peut y avoir donc une relation d'affaires qui va nous permettre d'assurer non seulement l'écoulement, le transport vers ces villes-là pour la bonne commercialisation. La recherche connaît-elle la maturité physiologique de la mangue? Normalement, tous les exportateurs, dans leurs équipes, ont des techniciens avérés qui peuvent déterminer ce point de maturité. En fait, c'est une technique qui est un peu destructrice parce qu'on est obligé à un moment donné de couper le fruit et on regarde la coloration. Et donc, un technicien avisé peut déterminer ce fruit. En général, les exportateurs n'ont pas ce problème. Mais c'est les autres commerçants et autres là qui veulent gagner plus, qui peuvent faire ce genre de choses. Et c'est en cela qu'au niveau du CNRA, chaque fois qu'il y a des techniques connues, nous essayons de faire la formation pour intéresser tous les acteurs de la chaîne de valeur. On va au-delà même des commerçants. On veut, à partir de cette année, mettre en place ce qu'on appelle avec l'ANADER les plateformes. Donc, dans la plateforme, on aura tous les acteurs. Et en cela, ça va susciter un intérêt des commerçants qui pourront voir un approvisionnement conséquent. Et chacun gagnera sa part dans cette plateforme-là. Il n'y a pas que les producteurs, les commerçants ou commerçantes qui vont profiter. Il y a même c'est une chaîne de valeur. Il y a même des entités qui ont pour spécialité de confectionner des cartons. Voyez-vous, quand nous recevons la pomme, les raisins venant des pays de la Méditerranée, c'est bien conditionné. La pomme est conditionnée dans des alvéoles. Et je crois qu'on pourrait aussi faire des alvéoles à la dimension des mangues selon les variétés. Et la recherche, la vulgarisation pourrait travailler avec ces spécialistes-là pour qu'on puisse concevoir des alvéoles. Dans un même carton, il peut y avoir plusieurs alvéoles qui vont prendre des mangues, une quantité de mangues. Le fruit n'est plus maltraité. Oui. Et si c'est fait de la sorte, ça arrive au lieu de consommation vraiment à maturité physiologique acceptable. La mangue fraîche retournée sert à la transformation. Quels sont les dérivés de la mangue? En matière de transformation, nous avons les confitures, les jus, mais malheureusement, ces transformations ne sont pas très développées chez nous. Mais aujourd'hui, avec l'appui du FIRCA, nous avons la mangue séchée. Et je crois que cette année, au cours de la campagne passée, il y a 10 tonnes de mangue séchée qui ont été produites. Et ensuite, pour cette campagne, le FIRCA envisage d'installer encore
4 autres sites de mangue séchée, en plus des 3 qui existent, pour qu'on puisse atteindre 100 tonnes en 2016. Docteur Bassoumori, la mangue séchée, parlons-en. Une structure détiendrait le monopole de l'exportation de cette denrée. Il y a des pays qui s'intéressent à la mangue séchée et qui ont la technologie, mais qui n'ont pas la matière première, c'est-à-dire la mangue fraîche. Et ces pays, dans leur compréhension, il s'agissait des pays, comme nous étions en situation de crise, ces pays s'étaient installés dans des pays limitrophes. Bon, avec le fil qu'elle vient de le dire, et ces technologies ont été visitées et il y a eu intérêt à transférer une partie de ces technologies en Côte d'Ivoire à travers un projet pilote mis en place dans des coopératives, en tout cas animées et mises en place par l'ANADER. Et ces coopératives-là font office de, j'allais dire, d'animateurs de projets pilotes dont les résultats pourraient profiter à d'autres producteurs. Il y a une unité comme ça à Bundjali, une autre à Kourogo, il y a une également à Ferke. C'est ce qui nous a donné cette année 10 tonnes de mangue séchée. Ça fait beaucoup d'argent, mais aussi beaucoup d'argent pour les paysans. Bien sûr. Et ça fait moins de pertes également de produits. Parce que si il n'y avait pas de mangue séchée, ça veut dire que cette mangue-là serait consommée localement. À défaut, elle est pourrie. Il y a intérêt à multiplier ces choix-là pour qu'il y ait plus de mangue séchée parce qu'il y a des marchés qui vont consommer la mangue séchée. Et le conditionnement à l'export de la mangue séchée, ce n'est pas les mêmes exigences que la mangue fraîche. Bon, là, il n'y aura pas de problème de mouche, il n'y aura pas de problème d'anthracnose, de pourriture, il n'y aura pas de tout ça. Et ça sera des produits refusés par l'export qui seraient utilisés donc, par ces chaînons-là. Et nous sommes en train de mettre en place véritablement une filière, mais une chaîne de valeur également. Voilà. L'apport vitaminique de la mangue dans l'alimentation des populations est très appréciable. La mangue sert également aux cosmétiques, à l'alcool. Je vous propose de suivre l'instant nutritionnel. La mangue a des propriétés extraordinaires. Alors, tous les fruits qui ont la couleur orangée, c'est les fruits qui contiennent plus de vitamine A. Et ce sont ces fruits-là qui ont pour rôle de prévenir certaines maladies de la peau, comme certaines maladies de la vue. La mangue en elle-même, elle a 75% de saccharose. Il est très très riche en carotène et il est riche en manganèse, il est riche en phosphore, il est riche en certains minéraux. On l'utilise dans l'alimentation de tous les jours. Ça peut être pris en dessert, en entrée. Il y a des mangues qu'on prend en jus. Donc la mangue peut rentrer dans notre habitude alimentaire de tous les jours. Ce n'est pas à risque du fait qu'on l'utilise dans les bouillons, comme on l'utilise aussi dans les soupes. D'autres le mangent toujours avec du sel ou bien avec du miel ou bien avec d'autres produits pour agrémenter un peu la saveur. Pour tous ceux qui sont diabétiques, de ne pas le consommer comme nous, personnes qui ont une certaine vie normale, comme on peut prendre une mangue matin, à midi, le soir. Le diabétique n'a pas le droit. Toutes les mangues ont les mêmes vertus, mais ça varie un peu selon le climat. Normalement, une mangue de cette forme-là, qu'on appelle les quintes, ça peut faire au moins 150 à 200 grammes. On lui demande de prendre la moitié. On va maintenant passer aux questions des internautes. Messieurs, la mangue est le fruit le plus exposé aux problèmes de conservation. Pourquoi? C'est une denrée périssable. En temps normal, le fruit continue d'évoluer. Avec les aléas des maladies et des insectes, c'est sûr que ça va se détériorer. C'est de la même façon que nous aussi, nous aimons le fruit, les insectes aussi aiment les bonnes choses. Et sur ce plan, la variété Kent se démarque des autres. Ah la oui, variété Kent, non seulement allie les qualités organoleptiques recherchées, mais la variété Kent met du temps avant de pourrir. Et ça, c'est vraiment important. Au fur et à mesure qu'il est en maturité physiologique, il évolue, il parfume, j'allais dire, l'enceinte où il se trouve. Et quelles sont les variétés conseillées par les chercheurs pour une culture rentable? Aujourd'hui, la variété Kent, c'est la variété qui est prisée. Et effectivement,
à la demande de la filière, on fournit les pépinières. C'est la même chose aussi pour la variété Kate qui vient tardivement. Le Burkina Faso a une grande expérience dans la transformation de la mangue en produits dérivés, jus, confiture, mangue séchée. Bon, on l'a dit. Qu'est-ce qui freine cette transformation en Côte d'Ivoire? Je me souviens, hein, quand on était au collège, les religieuses faisaient déjà la confiture dans les différents internats et autres. Ici, en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Avec la à mangue. Korogo, les religieux de l'Ata faisaient déjà la confiture. Ça veut dire que c'est faisable. La technologie existe. Et en Côte d'Ivoire, il y a des lycées techniques ou le lycée technique le centre de formation professionnelle d'Odjené qui excellait bien dans cette pratique. Mais je pense que les promoteurs gagneraient à être informés pour qu'ils viennent investir dans ce milieu. Parce que la matière première qui existe, ils ne seront pas en concurrence avec les exportateurs. Parce que l'exportation s'adresse à une quantité précise et à un moment précis. Parce qu'au tout début, oui, mais vers le deuxième, troisième mois, après le mois d'avril, il n'est pas évident que même la variété Kent soit exportée. Parce qu'on craint qu'il y ait des piqûres et qu'il y ait des développements de larves à l'intérieur de la mangue. En ce moment, tous ceux qui souhaiteraient faire, par exemple, la transformation au niveau de la mangue, il a parlé de jus de mangue, il y a un marché, oui. Confiture de mangue, il y a également un marché. On peut même faire de l'alcool, du vinaigre avec la mangue, et même du savon aussi avec la mangue, pourquoi pas. Toutes ces technologies existent. Mais certainement, si c'est vulgarisé, pour que des promoteurs qui aimeraient bien s'insérer dans ce domaine puissent prendre parti, je crois que ça serait dans l'intérêt du pays. Parce qu'aujourd'hui, nous tendons vers l'émergence. Je crois que des sociétés devant s'installer pour promouvoir ces technologies et pour que nous puissions en profiter aussi, ce serait une bonne chose. Il faut que les hommes d'affaires ivoiriens aussi s'intéressent à la chose. Absolument, absolument. C'est eux que j'appelle les promoteurs. À quand la culture de contre-saison de la mangue? Si ça n'existe pas, moi, ça c'est une autre question. Hein? Bon, la contre-saison, tout dépend des objectifs. Voilà, tout dépend des objectifs qu'on veut avoir. Parce qu'en fait, la mangue, pour fleurir, le manguier a besoin d'un stress. Un peu de sécheresse avec une variation de température, des amplitudes thermiques assez élevées. Et donc, si ces conditions ne sont pas réunies, ça va être difficile. Mais quand on irrigue, il y a un opérateur, je crois, à Ferké, avec l'irrigation. Lui, il a pu étaler sa production sur une longue période. Ça veut dire que c'est faisable. Et c'est en cela qu'au niveau de la collection, on est en train de voir quelles sont les variétés qui peuvent s'adapter à ce type de culture. Et puis, quelles sont les variétés aussi qui sont plus précoces, qui peuvent nous permettre de contourner le problème de maladies et de ravageurs. Je pense qu'il y a cet aspect, certes, mais il y a aussi un autre aspect qui est le mélange. Par exemple, on ne fera pas le mélange dans une même exploitation, mais dans une exploitation, on fait des parcellaires. On pourra peut-être mettre des variétés précoces, des variétés de saison et des variétés tardives. Et si on peut faire cela, on peut étaler la production de la mangue, mais ça ne va pas être une production de la variété Kent hors de sa saison. Ça ne va pas être possible. Mais on pourra donc jongler entre la précocité et le fait que la variété est tardive et que la variété soit dans la saison. Ce mélange peut nous amener à étaler la période dans laquelle on peut avoir encore le fruit sur le marché. Docteur, pour conclure, les changements climatiques ont-ils une influence sur la culture du manguier? Les changements climatiques, a priori, doivent avoir un impact sur tout l'itinéraire technique. Nous parlons de cas récurrents de mouche de fruits. C'est un problème assez récent. Aujourd'hui, on parle encore de la bactériose. Ça veut dire plus le temps change, plus les êtres vivants aussi s'adaptent. Et donc, avec les échanges que nous avons entre les différents pays, c'est sûr qu'il y aura toujours des problèmes nouveaux. Et c'est cela que la recherche va être toujours à la veille. Et dans notre rôle de veille, nous devons toujours être aux côtés
des politiques pour pouvoir bien protéger nos vergers et nos territoires par rapport à toutes les introductions. Aujourd'hui, il ne serait pas bien qu'un producteur introduise un matériel végétal sans avoir la réglementation, sans respecter la réglementation en vigueur. Et c'est cela que, comme ça, on pourra contrôler tout ce qui est nouvelle introduction. Et qui dit nouvelle introduction aussi, dit risque d'invasion de nouveaux problèmes comme les mouches de fruits, comme les maladies anthracnoses et bactérieuses. Docteur Bassoumori, pourrait-on sauver les 88% de mangues qui pourrissent? Oui, je voulais prolonger un peu sa réponse aussi, pour dire que pour les promoteurs qui veulent faire de la production de la mangue, il ne faut pas dire que moi je suis né au village, je suis fils de paysan, je peux créer ma parcelle. C'est vrai, mais les données changent. Au fur et à mesure qu'il y a des acquis de la recherche, et le conseil agricole demeure auprès des producteurs pour leur donner le meilleur conseil pour réussir leur entreprise. Quand on veut construire une maison, on ne s'adresse pas à un mécanicien. Ce n'est pas le corps du métier qu'il faut. Et si on veut créer sa parcelle, il est important de faire recours au conseil agricole pour bénéficier du meilleur conseil et réussir son entreprise. Alors, comment allons-nous parvenir à sauver les 88% de pertes? Et je crois qu'il y a un schéma qui a été esquissé ici, qui est que le paysan va continuer à produire, c'est vrai, mais il y a d'autres acteurs de la chaîne de valeur qui doivent également jouer leur partition. Les exportateurs, à travers les stations de conditionnement, vont continuer à travailler pour faire l'exportation. Ça profitera au pays. Également, les rebus seront utilisés pour les gens qui feront la mangue séchée. Ça va également profiter à un autre acteur de la chaîne de valeur. Et évidemment, les variétés qui ne sont pas exportables ou le retard de variétés exportables pourra profiter au pays. Et la mangue, nous l'aimons bien, nous consommons beaucoup de mangue et la quantité consommée est énorme. Et comme le circuit n'est pas organisé, on n'est pas à mesure de quantifier cette consommation. Et je crois qu'il y a intérêt à organiser cette filière pour que nous puissions créer de la valeur ajoutée. Parce que si nous créons un bon circuit de distribution, il va y avoir d'autres acteurs qui interviendront. J'ai parlé des transformateurs, des fabricants de carton. Des fabricants, des transporteurs. Ça ne serait plus transporté dans un car, mais ça va être transporté dans des camions appropriés, pourquoi pas frigorifiques, si cela est nécessaire, pour que dans toutes les grandes villes du pays, tous les départements, on puisse avoir la mangue venant du Nord. Et je crois que partout en Côte d'Ivoire, la population aimerait consommer la mangue du Nord et surtout la variété Kent qui est très recherchée et qui est succulente et qui intéresse tout le monde dans le pays. En tout cas, moi, j'en consomme. Merci, messieurs les experts. Nous recevions le docteur Alain Claude François. Il est entomologiste, maître de recherche à la station de la Mée au Centre national de recherche agronomique CNRA. Et le docteur Bassoumori Traoré, ingénieur des eaux et forêts, coordonnateur national chargé des filières coton, ANACAD, mangue et foresterie à l'Agence nationale d'appui au développement rural, ANADER. Nous nous retrouvons lundi prochain pour une autre spéculation et ça sera l'ananas. Bonsoir.